Elle m'a dit « Alors, pars », d'un ton si banal, comme si elle fermait une fenêtre derrière moi et non pas notre vie entière. Je suis resté là, dans l'entrée, comme un étranger, comme un livreur avec un carton vide, sans savoir où était ma place désormais, près du porte-manteau, sur le paillasson usé ou dans le passé, encore tiède mais déjà réduit en cendres. Dans le miroir du couloir, je nous ai vus tous les deux, moi et l'ombre d'un autre homme, dont les traces sur le tapis étaient plus fraîches que les miennes. Je n'ai jamais demandé son nom. Les noms prennent racine, et les racines ne s'arrachent jamais sans déchirer la terre. Elle se tenait de côté, attachant un bracelet. Le métal claqua, comme un petit cadenas qui se ferme. « Eh bien ?» demanda-t-elle sans me regarder. « Rien », répondis-je, comprenant que c'était le mot le plus sincère qu'il me restait. En moi, il ne restait rien, ni argument, ni projet, ni même colère, juste des étagères vides. J'ai pris ma veste, mes clés, et je n'ai pas pris l'album photo. Les albums photos arrivent toujours au mauvais moment. L'escalier sentait la poussière et l'oignon frit. La voisine en bas cuisinait toujours porte ouverte, et même cette odeur me rappelait que je n'appartenais plus ici. Je suis descendu lentement. Chaque marche grinçait en comptant mes échecs, comme un comptable additionne des dettes. Dehors, une bruine tombait, fine, indifférente. Elle ne lavait rien, elle soulignait seulement ce qui restait collé à la peau. Tous les feux étaient rouges, comme si la ville voulait m'arrêter pour réfléchir. Mais il était trop tard. Son part était déjà devenu réalité, scellé par les chaussures d'un autre dans notre couloir. À l'auberge, où tout sentait la lessive bon marché et les shampoings empruntés, j'ai pris la couchette du haut. Au plafond, un autocollant de vaisseau spatial, usé par trop de mains. On aurait dit que ce vaisseau avait abandonné son enfant et que chaque nuit, l'enfant tendait les bras en vain, tandis que l'autocollant s'effritait en poussière, rongé par l'air, le temps, la culpabilité. Le sommeil ne venait pas. Entre lui et moi se dressait un seul mot, trahison. Comme un garde avec une lampe, il me fouillait les paupières fermées à chaque tentative de m'endormir. Le deuxième jour, j'ai loué un petit appartement près des rails de banlieue. La nuit, les verres tremblaient au passage des trains. Le matin, les radiateurs claquaient comme si quelqu'un tapait sur les côtes de l'immeuble. Ma nouvelle vie tenait dans 2 assiettes, un tasse, un couteau et une planche ébréchée. Je mangeais des pâtes au beurre, je buvais du thé fort que je n'aimais pas autrefois, mais qui brûlait les voix dans ma tête. Le 3e jour, je suis arrivé au travail en avance et je suis parti après tout le monde. Il était plus simple de ne pas penser quand mes mains étaient pleines de papier et mes yeux de chiffres. Les collègues chuchotaient doucement, comme s'ils craignaient de heurter mon silence. Je ne m'effondrais pas, je marchais seulement très bas, près du sol. Le 4e jour, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et c'était son père. Je l'avais toujours connu avec des bottes de jardinage, un couteau pour greffer des pommiers et des blagues trop rudes pour être tendres. Mais cette fois, pas de blague. Il se tenait droit, rigide, et dans ses yeux il y avait ce regard d'homme au bord du gouffre. Il voyait l'abîme et n'avait plus de retour possible. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Je me suis écarté. Il n'a pas enlevé son manteau, comme s'il comptait rester seulement le temps d'un souffle. Il s'est appuyé sur le dossier d'une chaise, comme un homme sur la rambarde d'un quai. « Je suis allé la voir, dit-il. J'ai fait éruption. Je n'en suis pas fier. Mais parfois, se taire, c'est lâcheté. J'ai vu des chaussures dans l'entrée, pas les tiennes. J'ai entendu sa voix, assurée, étrangère, et j'ai compris qu'il fallait que je vienne te voir. » Il s'arrêta, cherchant des mots qui ne trancheraient pas comme du verre. « Je ne sais pas parler joliment. Je sais seulement être franc. Et franchement, j'ai honte. J'ai élevé une fille qui, dans un moment de faiblesse, a choisi le mauvais chemin. Je ne l'excuse pas. Je suis venu pour toi. » Je me suis assis en face de lui et j'ai remarqué ses mains tremblantes. Pas de colère, d'âge, de nuit blanche, d'un amour qui se blesse en voulant protéger. « Je ne demande pas pardon, » balbutia-t-il. « Je demande une chance que vous parliez, pas de lui ni de moi, mais de vous. Si tu peux, donne-lui l'occasion de dire quelque chose de vivant, pas seulement « pars ». « Et elle, veut-elle parler ?» demandai-je. Il regarda par la fenêtre où un train de banlieue passa dans un grondement bref. « Elle veut le silence, avoua-t-il.
Elle croit que le silence est une armure, mais l'armure rouille de l'intérieur. Il sortit une enveloppe. J'ai apporté les photos, du jardin, des pommiers. Vous riez tant alors, je m'en souviens. Prends-les. Ce n'est pas un Poxin, c'est la mémoire. Et la mémoire ou bien s'ouvre, ou bien approfondit la plaie. Ce n'est pas à moi de décider. Après son départ, je suis resté longtemps avec l'enveloppe entre les mains. Elle pesait comme une petite valise pleine de plomb. Finalement, je l'ai ouverte et j'ai laissé tomber les photos sur la table. Sur une, elle portait des gants en caoutchouc, une tache de terre sur la joue, riant comme une enfant prise à voler des fraises. Sur l'autre, moi, arrosant gauchement avec un tuyau, l'eau éclaboussant l'objectif comme une pluie dans la photo. J'ai passé le doigt sur le papier glacé, et soudain, l'odeur de la terre mouillée cessa d'être un souvenir pour devenir réelle. Je me suis surpris à sourire. Pas à elle, à moi. Celui que j'avais été auprès d'elle. Le soir, le téléphone sonna. 3 tonalités. Une pause, un souffle. « Salut ?» dit-elle. Je l'entendis déglutir. « Papa est venu chez toi ?»« Oui. » Il a exagéré. Il a été honnête. Elle se tut. « Je ne sais pas dire pardon. » lâcha-t-elle d'un coup comme on arrachait une épine. Je souris, fatigué mais soulagé. Son père avait raison. « Apprends, » lui dis-je. « Peux venir ?» Je regardais ma petite cuisine. Une tasse, 2 assiettes, une bouilloire qui sifflait comme un train trop pressé. « Viens. » Quand elle entra, ses gestes étaient anguleux, incertains, comme quelqu'un qui a oublié comment vivre dans un lieu familier. Elle enleva son écharpe et la posa sur la chaise. Je me souvenais bien de cette écharpe. C'était un cadeau de moi. Et alors, je croyais qu'elle lui donnerait de la chaleur. Maintenant, elle reposait là, comme un rappel que la chaleur est physique, mais la proximité, non. Elle s'assit sans lever les yeux. « J'ai fait un choix, » murmura-t-elle. « Tu l'as fait ?» Acquiesçai-je. « Et maintenant, j'essaie d'en faire un autre. » Elle leva enfin les yeux, secs mais entourés de rouge, cercle de nuit blanche. « J'ai pensé que si je te disais « pars », j'entendrais enfin ma propre voix dans le silence. Mais je n'ai entendu qu'un écho, souffla-t-elle. L'écho, c'est toi aussi, mais il ne répond pas. Nous avons parlé longtemps. Pas de lui, de nous. De la manière dont nous vivions en parallèle. Petit déjeuner partagé sans pensée commune, une armoire commune mais chacun ses coins secrets. Des photos ensemble, mais des optiques différentes. À un moment, à la voix, je cherchais un endroit où je pouvais être mauvaise. Avec toi, je me sentais toujours comme derrière une vitrine, exposée, une version impeccable. Je pensais, une vitrine, ce n'est pas la fierté, c'est la peur. Tu n'exposes que le meilleur, de crainte que si l'on voit tout, on n'entre pas. Je ne sais pas dire j'ai peur, admit-elle. Apprends, répétai-je. Ce mot devint notre seule île ce soir-là. Nous ne nous sommes pas étreints. Nous avons bu du thé. Gorgée par gorgée, comme une langue nouvelle. Nous ne nous sommes pas étreints cette nuit-là. Nous n'avons rien promis. Nous sommes simplement restés l'un en face de l'autre, buvant du thé en silence, laissant la vapeur parler à notre place. C'était comme redevenir enfant, apprendre à dire les mots les plus simples sans se blesser. Puis, elle sortit une petite boîte de son sac. « Je pensais te la donner pour notre anniversaire », dit-elle avec un sourire tordu qui faisait mal à voir. Drôle, non, l'anniversaire s'est effondré dans une seule soirée. À l'intérieur, 2 marqueurs de bois pour le jardin, nos prénoms gravés au fer. Les lettres étaient maladroites, comme une écriture d'écolier, mais elles étaient à nous. « Allons au jardin, dis-je soudain. Maintenant » s'étonna-t-elle. « Maintenant, avant que les mots ne pourrissent. » La nuit était douce. Les réverbères crofetaient de longues ombres jaunes sur la terre humide. Au pommier, la terre sentait le sucre et l'argile. Je plantai le marqueur dans le sol. Il vacilla, comme pour nous mettre à l'épreuve. Elle regardait, les mains tremblantes. « Tu croiras que si le marqueur tient, tout revient. »
Non, murmura-t-elle. Je pense que s'il tombe, je veux être celle qui le relève. Étrangement, je voulais la croire, non pas en un retour, mais en la volonté de relever ce qui chute. Nous restâmes là, muets, à écouter seulement l'égouttement d'un tuyau oublié dans l'obscurité. Le 6e jour, nous allâmes voir son père. Il ouvrit la porte brutalement, comme les hommes qui agissent avant de réfléchir. Sa cuisine sentait l'oignon frit et la patience. Il s'assit face à nous. Si je savais me taire, je le ferais, mais je ne sais parler que franchement. Je l'aime, elle, je te respecte, toi. Et entre ça, il y a un océan, et en ce moment il est en tempête. Je veux savoir, allez-vous construire un pont ou attendre un ferry qui ne viendra jamais ? Elle le regarda. Papa, j'apprends à dire pardon. Il hocha la tête. Dans cette famille, apprendre est difficile, mais c'est possible. Nous avons parlé des heures. Les conversations tournaient en rond, revenant toujours à la même douleur. Enfin, il dit « Ce jour-là, j'ai fait irruption non pour punir. J'avais peur que ma fille perde l'homme qui la rend meilleure. Et être meilleur, c'est toujours plus dur. Le facile est toujours là, à portée de main. » Elle détourna le visage vers la fenêtre. Dans la vitre, je vis son reflet, fatigué, mais courageux. Courageux non pas pour se battre, mais pour ne pas fuir. Nous sommes rentrés. Je dormais encore mal, mais l'angoisse ne mordait plus. Elle frappait seulement parfois, pour me rappeler de respirer. Elle proposa une thérapie. J'acceptai. Lors de la première séance, nous n'avons presque rien dit. La psychologue déclara « Le silence est aussi une langue, mais avec une ponctuation terrible. » Nous avons appris à traduire. Dire « j'ai peur » au lieu de « c'est ta faute ». Dire « je veux rester » au lieu de « pars, je ne veux pas me voir faible ». À la maison, nous avons tenté de vivre lentement. Une nuit, elle resta figée avec une assiette mouillée dans les mains et éclata en larmes, silencieuse, comme une pluie sur les vitres. Je suis resté à côté d'elle, jusqu'à ce que ça passe. Parfois, ne rien faire est la chose plus difficile. Je recommençais à remarquer de petits gestes, sa façon de se sécher les cheveux en mouvements courts, la manière dont elle tapotait les pommes avec l'ongle avant de les choisir, son demi-rire aux mauvaises blagues. Un jour, je me surpris à attendre ce rire. Dangereux. L'attente est une dette, on en espère toujours plus qu'on ne peut donner. Au travail, je commençais à faiblir. Réunions manquées, nuits trop longues. Mon patron dit « Tu es comme un horloger qui répare des montres sans réaliser qu'il vit 100 ans depuis des années. » J'acquiesçais. Ce soir-là, nous avons établi un plan. Non pour sauver le mariage, mais pour le garder vivant. Je cuisine les jours pairs, elle les impairs. Dimanche pour le jardin. Jeudi soir sans téléphone. Si l'un s'effondre, l'autre apporte du thé. Pas de reproches. Des règles simples. Comme soigner un pommier. Arroser, aérer, soutenir. Un soir, son père vint avec une caisse de pommes. « Nous les avons cueillies, dit-il. Aigres comme une sincérité neuve. Nous les avons tranchées en cuisine, tandis qu'il parlait de ses batailles pour un bout de terre dans sa jeunesse. Je croyais que rien n'était plus important que la terre sous mes bottes. Et j'ai compris trop tard que les gens comptent plus. La terre sans gens n'est qu'espace. J'ai appris trop tard. » Il nous regardait, jaugeant nos visages contre ses regrets. « Ne me répétez pas, » murmura-t-il. Nous vivions encore à tâtons. La jalousie me brûlait parfois comme une vague. J'imaginais l'autre homme, non son visage, mais ses gestes. Ses mains sur elle comme sur des objets en vitrine. Je ne voulais pas voir, mais l'esprit est un metteur en scène obstiné. Donne-lui un thème, il joue toute la pièce. Ces nuits-là, je sortais au balcon, écoutant les joints des rails dans le noir. Comme un cœur battant divisant le temps en avant et après. Elle me suivait souvent, silencieuse à mes côtés, sans me toucher. C'était suffisant. Le silence partagé guérit mieux que les mots. Parfois, la culpabilité la dévorait. Elle récurait l'appartement, rangeait les épices, relisait des manuels, comme si l'ordre dans les placards pouvait chasser le chaos de l'âme. Je lui prenais la main. « Assez, l'ordre n'est pas la paix. » Et nous sortions marcher.
L'automne sentait la fumée et le fer mouillé. Les feuilles collaient à nos bottes comme des lettres jamais envoyées. Nous nous sommes confiés nos peurs d'enfance. Elle, le noir, moi, perdre mes clés. Et nous avons ri. Les adultes ont aussi besoin de contes qui finissent par la lumière du porche allumé. Nous avons croisé l'homme une fois, au marché. Il nous reconnut. Ses yeux montraient de la fatigue. « Je... » commença-t-il. « Non, » dit-elle d'une voix ferme. Il hocha la tête, comprenant que non est la plus grande liberté pour trois. Nous sommes partis. Ce soir-là, elle dit « Je pensais que je me briserais en le voyant, mais je n'ai rien ressenti que de la fatigue. » Et la fatigue n'est pas une fin, mais un diagnostic honnête. À la séance suivante, la psychologue demanda « Que voulez-vous de cette histoire dans 1 an ?» Je dis « Qu'elle fasse partie de notre biographie, pas de sous-titres à chaque scène. » Elle dit « Apprendre à demander au lieu d'ordonner. » Bien, répondit la thérapeute, commencez petit. Un rituel de gratitude. Nous l'avons fait. Chaque soir, un merci. Pas pour l'héroïsme, pour le simple, pour le thé, pour l'appel ensemble, pour respirer ensemble. Au début, c'était ridicule, puis une habitude, puis une encre. L'hiver arriva, le jardin sous la neige. Bottes aux pieds, thermos en main, nous sommes allés au pommier. Le marqueur était là, enseveli comme un monument têtu. Nous avons dégagé la neige, calé une branche. Son père arriva avec une pelle, comme un drapeau. « L'essentiel, c'est venir, dit-il. Les arbres le savent. Et les gens, demandai-je. Surtout les gens. Nous étions 3, et j'eus l'impression d'assister à la fois à l'enterrement de vieux mots et au baptême de nouveaux. Le printemps revint. Le pommier fleurit avec une force qui me fit piquer les yeux. Des pétales blancs tombaient comme des excuses qui ne blessent pas. « Je t'aime, dis-je, sans tonnerre, sans fanfare, juste des mots posés comme une graine. » Elle hocha la tête. « J'apprends à t'aimer non comme une idée, mais comme un homme. » Et je sus que quelque chose poussait là, pas l'ancien, du nouveau, d'une autre.